En France, on a encore une vision de l'éducation qui est très liée aux notions d'obéissance et de pouvoir. Je suis en sécurité parce que j'entends les bruits, j'ai des odeurs qui me sécurisent, contact me sécurise. Tu viens jouer avec moi ? Ça remet en cause évidemment l'éducation qu'on a reçue. Voilà, alors on fait pas ces sacrifices pour toi. Donc en fait, il faut poser un autre regard sur l'enfant, si je comprends bien. Ouais, d'accord. Mais dans la pratique, moi, je suis complètement perdue. Quelles sont les préoccupations d'un enfant ? Pikachu reste à la maison avec Doudou. Mais t'as jamais le temps. Eh oh, je suis là, j'existe. La culture de la punition, c'est le terreau de la maltraitance. Nous aussi, on a des droits. Ici, sur Horizontal, nous sommes persuadés que nous devons changer notre regard sur les enfants et leur redonner la place qu'ils méritent dans la société. Oui, mais comment faire quand on a si peu de modèles de posture à hauteur d'enfants autour de nous et que nos réflexes et nos référentiels ne sont pas toujours alignés avec nos intentions de parents ou de professionnels au contact d'enfants ? La théorie, nous l'avons, ce sont des outils pratiques, concrets que nous venons chercher ici. Bienvenue à bord du podcast Horizontal. Bonjour Marine. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Horizontal. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Je suis ravie. Est-ce que tu peux te présenter, Marine, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas ? Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Marine Manard, je suis neuropsychologue, docteur en sciences psychologiques et fondatrice de Parentalité sans tabou, qui est un service de vulgarisation scientifique où je propose des synthèses de la littérature scientifique sur plein de domaines autour des sciences humaines et de la parentalité plus précisément. Je sors un livre prochainement sur l'éducation sans violence et j'essaie de sensibiliser justement au maternage proximal et à l'éducation sans violence. Et c'est super, j'ai beaucoup consommé ton contenu, ça m'a beaucoup aidé aussi à cheminer dans ma maternité, donc merci pour tout ton travail et j'espère que ton livre rencontrera un grand succès. J'hésiterai pas à partager la référence quand il sera. Il sort quand exactement ? Le 13 mars. Ah, c'est bientôt. Ouais. Super. La première question que je pose, Marine, c'est j'aime bien connaître l'environnement dans lequel les personnes qui parlent de parentalité, qui exposent un peu leurs difficultés quotidiennes, dans quel environnement ils ont grandi, parce que je trouve intéressant de voir l'impact que notre éducation elle a sur l'adulte qu'on devient. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta perception de l'éducation que tu as reçue et comment toi, tu as cheminé vers le parent que tu es ? Alors, donc moi je suis fille d'indépendants. Ça a son impact parce que du coup j'ai pas eu une vie très rigide, très stricte, très carrée avec des horaires. On était beaucoup en déplacement. Je veux dire, il y avait pas un rythme qui était peut-être plus métro boulot dodo. Les jours ne se ressemblaient pas. Donc du coup j'ai été éduquée vraiment dans cette philosophie-là, en fait, un petit peu de l'imprévu quelque part. Et c'était plutôt pas mal, je pense, en soi, parce que ça m'a permis aussi de voir énormément de milieux différents. Je pouvais me retrouver un jour à une table avec des gens qui avaient beaucoup de sous, le lendemain avec des gens qui en avaient pas du tout, et tout était normal, en fait. Voilà, on gravitait un petit peu, et je pense que mes parents ont vraiment mis un accent sur le fait d'éduquer dans cette bienveillance, dans le sens où j'étais très écoutée dans mes émotions, etc. C'était quand même une éducation d'il y a 30 ans, donc il y avait certaines valeurs, certains principes qui étaient très peut-être un peu plus rigides que ce qu'on serait maintenant avec les connaissances qu'on a, mais ça n'a jamais été dans la violence. Je n'ai jamais reçu une claque ou une fessée. Je pense que j'ai reçu une tape sur les fesses et on en parle encore maintenant, je veux dire, parce que c'était vraiment le débordement, je pense, je ne sais même plus qui me l'a mise, moi je n'en ai aucun souvenir et je pense que mes parents s'en veulent encore 30 ans après de m'avoir mis une petite tape sur les fesses pour me dire allez hop bouge de là quoi. Donc je veux dire c'était pas du tout on n'avait pas une éducation avec violence à la maison, clairement. Plutôt maternage proximal aussi, j'ai fait du cododo très longtemps avec ma maman. Donc voilà, plutôt avec des valeurs centrées sur le travail, le courage, mais en même temps avec beaucoup de mise en place pour le bien-être aussi. Enfin,
on était beaucoup, par exemple, en déplacement, j'avais toujours énormément de jouets avec moi pour pas que je m'embête. Enfin, voilà. J'étais une enfant qu'on essayait qu'on valorisait d'être très sage, mais on mettait en place toutes les choses pour que je le sois. Voilà. J'étais pas juste posée dans un coin à ne pas parler et attendre que ça se passe. On mettait en place un maximum de choses pour favoriser, je vais dire, mon développement et mon bien-être, en fait. Donc, voilà. C'est génial d'entendre ça et je trouve que c'est admirable. Enfin, moi, je suis toujours un peu admirative de ces parents d'il y a 30 ans qui étaient déjà dans la non-violence, la bienveillance et l'écoute des enfants parce que, pour le coup, c'est difficile. Enfin, moi, je trouve que c'est difficile pour nous aujourd'hui de s'inscrire dans cette dynamique-là alors qu'on a quand même beaucoup de contenu aujourd'hui qui nous documente, qui nous accompagne. Et ça reste pas si simple à mettre en place. Donc, ces parents d'il y a 30 ans qui s'inscrivaient là-dedans sans avoir... c'était encore plus marginaux que ce qu'on peut l'être nous. Je leur tire mon chapeau et je trouve que c'est hyper punk de leur part, quoi. Enfin, moi, je les trouve hyper rock'n'roll, ces générations qui étaient à contre-courant, mais plus à l'époque. Clairement. Et c'est intéressant que tu nous dises, du coup, quel est ton rapport à l'autorité et à tes parents, parce que souvent on dit vous allez faire des enfants rois, oh là là, on peut plus. Tu sais, si vous les frappez pas, ils peuvent pas intégrer les règles en caricaturant. Donc c'est intéressant que tu me dises, est-ce que du coup tu respectes autrui et alors écoute, en n'ayant jamais reçu de fessée? Alors de façon assez intéressante, mon père n'a jamais élevé la voix. En fait, j'avais un papa qui était très imposant naturellement, physiquement, je vais dire, il n'en peut rien, c'est comme ça, il était grand, assez costaud. Et donc, souvent, il suffisait d'un regard, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il n'a jamais levé la main, il n'a même jamais levé la voix. Mais, je vais dire, il avait cette autorité un peu naturelle, quoi, cette prestance du patriarche. Et donc, forcément, ça modulait aussi un petit peu quand je sentais que je dépassais un peu les limites. Il me regardait, l'air de dire, oh, là, on se calme un peu. Et du coup, ça s'apaisait naturellement. Donc, il y avait un peu cette forme d'autorité malgré lui, quelque part. Et au-delà de ça, et ça, je pense pas que ce soit lié à mes parents nécessairement, j'ai toujours été une petite fille qui avait un très grand respect de l'autorité. J'avais presque peur de ça, en fait. J'ai eu depuis toute petite une phobie scolaire, par exemple. J'étais malade comme un chien avant de partir à l'école parce que j'avais cette peur de l'autorité, alors que j'étais qualifiée de l'enfant, très sage, très lisse. Je faisais ce qu'on me demandait et j'étais très docile, en fait. Mais j'avais vraiment cette crainte de l'autorité qui était assez naturel, en fait. Je n'ai pas d'explication de pourquoi j'avais ce respect de l'autorité qui venait comme ça. Alors, j'ai eu des profs très cool, d'autres plus sévères. À nouveau, il y a 30 ans, c'était aussi l'école un peu à l'ancienne, avec des profs qui se mettaient à hurler dans tous les sens, parfois. Et donc, oui, j'ai été très imprégnée de ça à l'école, pour le coup. Mais j'avais aussi à nouveau la chance d'avoir un papa qui laissait gérer ma maman et ma maman qui prenait beaucoup ma défense à l'école. Quand elle n'était pas d'accord, elle n'hésitait pas à aller expliquer aux profs que ça n'allait pas se passer comme ça et qu'on allait faire plutôt à notre sauce. Donc voilà, du coup, je me sentais protégée malgré tout, face à l'autorité. Donc j'avais plutôt presque des parents qui m'amenaient à défier l'autorité, tu vois ce que je veux dire? Enfin, à me positionner moi, alors que moi naturellement j'étais très très docile, voilà. J'étais pas. Donc oui, pour répondre à ta question, parce que je parle beaucoup, j'ai tendance plutôt à respecter l'autorité. Après, il faut que l'autorité, j'y vois une justification aussi. J'accepte pas tout le temps de tout le monde, voilà. Mais effectivement, je pense qu'il y a un esprit critique qui s'est développé aussi au fil des années, en grandissant, où il y a aussi des injustices. Donc voilà, on peut respecter l'autorité tout en ne tolérant pas la justice. Et ça, je pense que c'est important d'apprendre ça aux enfants. Et donc voilà. Et dans l'absolu, je pense être quelqu'un de plutôt respectueux des gens. Peut-être que les auditeurs qui me connaissent diront le contraire, mais j'ai pas eu actuellement de problème majeur par rapport à ça. Je pense essayer de respecter l'autre du mieux que je peux, en essayant parfois de composer en me respectant moi-même, ce qui est parfois est en conflit. Mais ça, voilà, du coup... Non, mais je trouve ça intéressant de se dire que non, on part pas complètement en live si on n'est pas hyper cadré. Et c'est rassurant aussi parce que
on va, enfin les personnes comme moi qui n'ont pas forcément une éducation rock'n'roll, mais plutôt plutôt traditionnelle, quand on choisit de faire différemment, on sait quand même pas vraiment où on va. Si tu veux, t'as l'impression d'essuyer les plâtres d'une nouvelle approche. Et du coup, moi, d'entendre des gens qui n'ont pas été, enfin, j'en suis convaincue aujourd'hui. Mais c'est toujours plaisant de se dire, bah voilà, comme quoi on peut être entendu, écouté, accepté, non violenté et se développer correctement et harmonieusement, quoi. Enfin, je veux dire, parfois on a l'impression qu'il y a que c'est un passage obligé, la violence, pour apprendre et je crois que c'est bien le contraire. Donc c'est intéressant de l'entendre. Et notre génération, en tout cas moi, j'ai pas croisé beaucoup de gens qui peuvent témoigner comme toi. Ouais. Donc ok. Et pour aller plus loin, je n'ai non seulement pas été violentée physiquement, mais je n'ai jamais été ignorée non plus, ou mise dans ma chambre, par exemple. C'est arrivé une fois et c'était avec une babysitter. Voilà. Et je m'en rappelle, elle m'a mise 2 minutes dans la chambre, assise sur le lit pour réfléchir à mon comportement que je n'ai pas du tout... je saurais même plus te dire de quoi c'était. Par contre, je me rappelle avoir été mise dans la chambre. Et mais mes parents n'ont jamais ignoré un comportement ou puni. En fait, j'ai jamais été au coin. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que tu dis, je ne me souviens pas pourquoi j'ai été mise dans ma chambre. Par contre, je me souviens qu'on m'a ignorée. Bien sûr. Donc, tu vois, c'est ça qu'il faut aussi se souvenir quand on est un peu au bord de déborder, de se dire, mais en fait, là, j'ai envie de le mettre dans sa chambre pour qu'il comprenne, mais il va juste retenir que je l'ai mis dans sa chambre. Il va même plus savoir pourquoi il est là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Souvenons-nous de qu'est-ce qu'on retient, la raison ou le moyen, en fait. Il y a une étude qui montre ça sur des enfants qui sont en time-out à l'école. On a questionné les enfants qui étaient envoyés dans le couloir, par exemple. Avant, en tout cas, on envoyait dans le couloir ou au coin. Et on a questionné ces enfants-là. On leur a dit, mais du coup, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as compris? Et en fait, ces enfants-là déclaraient le sentiment que le professeur ne les aimait pas, de la tristesse, de la peur, de la solitude, mais en aucun cas, ils étaient capables de dire qu'est-ce qu'ils avaient fait. Qu'ils avaient compris de la bêtise, en fait. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Mais oui, et c'est ça en fait les informations qu'on a aujourd'hui et qu'avaient pas nos parents. On a accès à ces informations, donc on sait aujourd'hui que ça ne fonctionne pas et que ce qui fonctionne, c'est d'instaurer la peur, parce qu'effectivement, il y a plein de parents qui vont dire ah bah si moi à partir du moment où je l'ai tapé ou je l'ai isolé, il m'a écouté, mais il t'a pas écouté ou il a pas compris. Il a eu peur et là maintenant il a peur de toi. Donc oui, le court terme fonctionne, le moyen et long terme est complètement compromis. Donc oui, toutes ces informations et ton travail sur les neurosciences, il est hyper précieux. Enfin, c'est vraiment ça qui change la donne aujourd'hui. Hein. C'est toutes ces infos qu'on a, qu'on peut plus ignorer. Enfin, quand on commence à ouvrir le livre, on peut pas ignorer toutes ces informations-là qu'on apprend sur les... Non. Alors, il y en a qui choisissent de le faire. Hein. Je leur jette pas la pierre parce que ça demande aussi une perception différente du comportement de l'enfant. Hein. Donc, c'est vraiment un travail très compliqué. Mais oui, clairement. Alors, après, je fais la distinction entre la mise à l'écart et la mise en sécurité. Hein. C'est important de séparer ça. C'est-à-dire, quand on sent que nous, on va péter les plombs et devenir super violent avec son enfant, vaut mieux le mettre 2 minutes dans sa chambre pour nous pouvoir se calmer que passer à l'acte. Devenir violent, évidemment. C'est le même principe qu'avec un bébé secoué, quoi. Vaut mieux poser le bébé et de laisser hurler 5 minutes dans son lit que de venir secouer un bébé, évidemment. Mais c'est pas éducatif. L'intention derrière l'acte de violence, parce que ça, je le dis souvent, malheureusement, tous les parents sont violents. Qu'on le veuille ou non. Je veux dire, je connais aucun parent qui a pas un accès de colère, notamment le mom rage, comme on appelle ça maintenant, qui est très à la mode, on en parle régulièrement maintenant, mais on est tous confrontés à des moments où on n'arrive pas nous-mêmes à gérer, en fait, où on se met à crier, à faire un chantage, à essayer d'intimider parce qu'on est à bout, on ne sait plus quoi faire. L'intention derrière, à partir du moment où on sait que c'est pas éducatif, on essaye de changer, on essaye de trouver d'autres solutions à la fois suivante. Et c'est ça qui est important, et on va restaurer le lien avec notre enfant. À partir du moment où on le fait volontairement, alors qu'on a des ressources pour faire autrement, mais qu'on se dit que comme ça, il va apprendre, là, il y a un problème. Exactement. On n'est pas en train de dire qu'il faut être parfait tout le temps, en parfaite maîtrise de nos émotions, qu'on n'a pas le droit d'être fatigué, exténué, en hypervigilance surmenée. On est en train de juste de dire que c'est intéressant de se regarder faire et que
et que effectivement on peut réparer, on peut discuter et on peut se documenter pour essayer de faire mieux, mais on est tous humains. Voilà, on est tous et justement c'est intéressant. Est-ce que toi, dans ta posture de maman, du coup, au quotidien, donc je comprends quand même, je vais reformuler, tu me dis si je me trompe, mais je comprends que c'était quand même assez naturel pour toi d'être dans une posture non violente, parce que j'imagine que quand on n'a pas reçu de fessée, on n'a même pas le réflexe d'en mettre, ça nous traverse pas l'esprit. Donc du coup, j'imagine que se lancer dans cette approche-là, c'était assez naturel. Qu'est-ce qui aujourd'hui te challenge en tant que maman? Alors, en fait, il y a un double challenge. En fait, et c'est particulier parce que je m'y suis mise toute seule dans ce challenge-là, c'est que quand je n'arrive pas à avoir la posture parentale que je veux, donc c'est-à-dire que quand moi, je n'arrive pas à gérer et que je m'énerve et c'est parce que ça m'arrive aussi, ben, je crée une espèce de dissonance cognitive, c'est-à-dire que mon comportement et mes valeurs s'alignent pas. Et donc ça, tous les parents, je veux dire, qui sont dans une démarche d'éducation dite positive, quand ils foirent leur approche, ils se sentent déjà pas bien le soir. Et moi, en plus, j'ai écrit un bouquin pour expliquer comment faire sans violence, tu vois. Et donc, c'est très compliqué à gérer ça parce qu'on se dit, mais en fait, je donne des conseils, j'essaye d'accompagner les parents, même en cabinet. J'ai des gens qui viennent me voir en tant que psy pour être accompagnés. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai été tout le contraire de ce que je dis qu'il faut être, en fait. Enfin, qu'il faut, entre guillemets. Et j'ai un collègue qui m'a dit ça, et mon compagnon me le dit régulièrement, il me dit, mais tu sais, les médecins aussi peuvent être malades. Et en fait, c'est pas parce que effectivement je donne des conseils, des tips, que j'essaie d'accompagner les parents, que moi je peux pas rencontrer des difficultés dans ma parentalité. Mais c'est évidemment très difficile à gérer parce qu'on se sent évidemment en totale imposture. Voilà. Mais je pense que ce serait mentir si un professionnel de santé vous dit, moi, voilà, j'accompagne les parents, j'ai aucun problème avec mes enfants, tout est lisse à la maison, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. C'est pas vrai, en fait. Mais voilà, j'en parle ouvertement sur le compte et je pense que il n'y a pas de tabou là-dessus sur mon compte. C'est que, oui, je donne des tips et tout ça. Et je reçois parfois des messages en me disant, j'aimerais bien être une mère aussi parfaite que vous. Et là, directement, je fais tout de suite une capsule là-dessus parce que c'est vraiment pas du tout l'objectif du compte. C'est pas du tout ni de donner des injonctions, ni de culpabiliser les parents. C'est juste de donner des petits tips, des infos scientifiques. Et puis après, on fait tous de notre mieux, en fait. Et c'est important pour moi que les parents qui me suivent ne se sentent pas culpabilisés ou dévalorisés parce qu'ils se disent que je suis parfaite. C'est pas du tout ça, en fait. Je suis loin d'être parfaite. Là, mon fils a 4 ans et demi. Évidemment que c'est challengeant. Il y a des jours où c'est très compliqué de collaborer parce que moi, je suis fatiguée, je suis stressée, j'ai beaucoup de travail, je suis pas dispo à 100% parce que lui a aussi ses états d'âme et ses stress. Donc, forcément, il y a des moments où ça clash à la maison. La différence est que quand ça clash, on se pose, on discute, on se demande pardon. Je dis bien on, parce que moi aussi, je lui demande pardon. Je suis même la première à lui demander pardon quand je m'énerve, parce que voilà, j'ai eu un comportement ou des mots qui ont dépassé mes pensées. Et c'est une belle leçon aussi, ça, pour les enfants, de voir que tout le monde, y compris nous et eux, peuvent déborder et foirer. Et tout le monde peut prendre sa responsabilité et demander pardon. Yes, absolument. On en parle beaucoup finalement sur les quelques premiers épisodes là qu'on enregistre. On parle beaucoup de réparer. Et en fait, c'est important quand même de se le redire parce que on n'est pas du tout en train de dérouler une méthode ou de se dire qu'il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça parce qu'en plus, on est tous différents et nos enfants sont tous différents. Donc, on est juste en train de dire respectons nos droits les uns comme les autres et si on n'y arrive pas, réparons ce qu'on a cassé, quoi. Donc bien sûr qu'il ne s'agit pas de chercher la perfection, il s'agit de protéger notre relation et je crois que c'est à l'adulte de porter cette responsabilité. Oui. C'est clair. Est-ce que tu as une difficulté particulière, un exemple de quelque chose qui t'a mis, d'un conflit ou tu parlais de coopération, je ne sais pas si c'est un exemple que tu pourrais nous prendre et comment t'es sortie en fait de cette difficulté. J'essaye de penser à quelque chose de concret avec lequel on pourrait repartir là, un petit outil à mettre dans notre boîte. Le truc qui a fonctionné de façon
pérenne, parce que ça aussi, tu vois, on peut donner des tips, ça fonctionne un petit laps de temps, et puis ça fonctionne plus du tout, et puis ça refonctionne. Il y en a deux, si tu veux. Bien sûr. Si on a le temps. Ouais. Alors, le premier, c'est le supermarché. Le premier truc, c'est que tous les gosses se roulent par terre au moins une fois. Tous, il n'y en a pas un. Alors, il y a toujours bien un passant qui va venir rajouter son grain de sel en disant oui, une bonne claque et ce serait fini. Hein. Je caricature un peu, mais c'est pas loin. Donc ça, évidemment que mon fils a déjà fait une crise au supermarché. Que ça a déjà été très compliqué, que je suis déjà sortie avec mon fils hurlant sur l'épaule, en abandonnant tout dans le magasin pour aller se calmer dehors. Ça arrive à tous les parents. Nous, ce qu'on a mis en place ici, et franchement, ça fait maintenant, je dirais, 2 ans que ça roule et on n'a plus du tout de problème. C'est que je prépare tout en amont pour être focus sur lui. Déjà, on essaie d'y aller le plus possible en tête à tête. Parce que si on y va à plusieurs et qu'on parle entre adultes, par exemple, que le gamin est là assis à attendre, à regarder autour de lui, évidemment qu'il va y avoir des trucs qui vont l'attirer, il va déjà s'embêter, et donc la tension risque de monter. Donc déjà, j'essaie d'être focus sur lui, j'ai ma liste, je sais ce que je vais chercher, dans quel magasin je vais le chercher. J'anticipe avant, je lui explique, voilà, on va là, on fait ça, on prend ça, on a ci, ça, éventuellement je peux lui donner des missions s'il a envie. Ça dépend des enfants. Voilà, moi, il y a eu une période où il adorait l'émission, maintenant il veut plus en entendre parler. Voilà. Donc ça dépend évidemment à voir. Et le tout, c'est que j'essaye d'avoir des trucs qui lui plaisent aussi dans le magasin. Ici, voilà, on sait que quand on va chercher faire des courses alimentaires, par exemple, on va pas aller acheter des jouets. Par contre, il sait que je vais prendre un paquet de galettes ou de gâteaux. J'essaie d'y aller à une heure où il n'est pas mort de faim non plus, mais voilà, pendant les courses, il va commencer à déballer un paquet de galettes. Je laisse le code barre accessible et en général, on n'a pas trop de remontrances. Ici, en tout cas, ils sont plutôt cool là-dessus. Je lui prends un petit jus de fruits, il est content. Ça l'occupe déjà un petit moment. Ensuite, s'il y a vraiment un jouet qu'il veut absolument, parce qu'il y a toujours bien un moment, c'est la technique de la photo. Donc, je dis, ok, le prochain événement où tu as des cadeaux, c'est ton anniversaire, c'est Noël, c'est machin. On va prendre la photo, comme ça, on le met sur la liste. Et donc ça, le coup de la photo, ça marche à peu près à tous les coups. Oui, comme ça, il se voit sur la photo avec l'objet, donc il a l'impression qu'il lui appartient un petit temps. Ah, intéressant. C'est ça. Ou même, il le prend même directement juste dans le rayon, en fait, et puis moi, je le mets sur un document texte, tu vois, et puis je l'imprime pour la famille. Quand c'est le moment. Et souvent, il retrie parce que ce qu'il veut maintenant, son anniversaire, c'est en juillet. Quand on refait la liste ensemble en remettant les images, il me dit oui, non, ça, en fait, je m'en fous. Enfin, voilà. Donc, du coup, on retrie un petit peu dans ses souhaits, mais c'est pratique parce que vu que j'ai un petit assistant qui vient, par exemple, avec moi dans beaucoup de magasins pour enfants pour distribuer les livres jeunesse que je mets moi-même en boutique, du coup, ça me coûte cher ces journées-là, tu vois, parce que quand je fais 4 boutiques pour enfants, c'est compliqué. Donc, en général, on fait plein de photos. Lui, il est super content parce qu'en plus, je lui laisse mon téléphone. Il a 4 ans et demi, il s'est poussé sur le bouton. Et donc, il fait lui-même ses photos dans le magasin pendant que je gère mon truc. Et puis, hop, on repart. La plupart du temps, sans rien. Et puis, souvent, pour limiter la frustration, quand j'ai fait 5 magasins de jouets, je lui achète quand même un petit jouet à quelques centimes en fin de journée, histoire de un petit peu libérer la tension aussi, parce que ça reste quand même une tension qui s'accumule pour lui. Donc ça, c'est le premier truc. Ça va être d'anticiper et de trouver des astuces qui permettent de détourner un peu l'attention, de se focaliser sur le moment et sur l'enfant. On fait beaucoup de devinettes aussi au supermarché. Voilà, il adore les devinettes depuis 2 ans, et donc on fait des devinettes depuis qu'il parle, en fait. C'est je pense à quoi? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que telle couleur, machin? Du coup, il est focalisé sur ce qu'on fait. On est vraiment ensemble dessus. Il n'y a pas besoin d'objets, il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a besoin de rien. Ça fait passer le temps à la caisse, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt chouette. La deuxième astuce qui est plus générale, c'est plutôt pour essayer de recentrer la relation quand justement la coopération est difficile, quand il s'agite un peu. Alors ça, par contre, évidemment, ça marche pas à tous les coups, mais c'est quelque chose qu'ici on a adopté assez facilement et qu'on a mis en place. C'est de mettre en place un mot magique quand c'est difficile, voilà, qu'on sent que la collaboration marche pas bien. Alors nous ici, on a fait cocotte. Pourquoi cocotte? Parce que c'est l'acronyme de communiquer, collaborer et travailler en équipe, si tu veux. Et donc, il connaît cet acronyme, il sait me le réciter, entre guillemets, et il a bien compris l'utilité de ça. Et donc, il sait que lui peut me le dire. Si moi, par exemple, je ne l'écoute pas quand il parle ou que je lui réponds à côté, voilà, il va pouvoir me dire cocotte, c'est admis, il a le droit de me rappeler à l'ordre, entre guillemets, comme moi, j'ai le droit de lui dire quand je vois qu'il se disperse et que on n'arrive plus à communiquer correctement, je dis
on fait cocotte. Et donc, du coup, hop, on essaie de re-rentrer dans la relation. C'est pas du 100%, mais je dirais que ça marche à 90% du temps. Voilà. Waouh. Donc ça, c'est plutôt chouette. Quand j'y pense, parce que parfois aussi, on oublie de le faire. Mais... Ben, en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que j'aime bien l'idée que eux aussi peuvent nous rappeler à l'ordre, parce que c'est vrai qu'on est plein d'attentes envers nos enfants. On attend qu'ils nous écoutent. En plus, souvent, on a des attentes timées. Tu vois, le matin, c'est un peu mets tes chaussures, le manteau. On n'a pas trop le temps de diverger. Et ben, on est un peu à la militaire. Et effectivement, parfois, c'est eux qui ont besoin qu'on soit dispo. Et nous, ben, on est dans notre to-do list de parents, d'adultes. Et je trouve ça intéressant qu'on les mette au même niveau que nous, dans le sens où, bah, dans la mesure où j'attends que tu sois disponible pour moi, je dois aussi me rendre disponible pour toi. Donc, trouver un mot qu'on utilise tous dans la famille pour signifier à l'autre, là, je sens que tu ne m'écoutes pas. J'ai besoin de toi. Je trouve ça hyper chouette. Hyper chouette. Bah, et en plus, bon, là, vous avez trouvé l'idée d'un acronyme, mais ça pourrait être une réunion de famille en mode venez, on réfléchit aux mots qui nous parlent à tous. Enfin, bien sûr. C'est intéressant de le construire ensemble. Donc, super chouette. Oui, tout à fait. Ici, voilà, on l'a fait ensemble. Enfin, je l'ai proposé parce qu'il a 4 ans. Il est éveillé, mais peut-être quand même pas au point de nous créer un acronyme sur communiquer, collaborer, travailler en équipe. Mais je lui ai proposé, le mot cocotte lui a fait rire et donc du coup, on l'a retenu. Mais ça peut être n'importe quoi, évidemment. C'est un peu le mot magique pour rassembler tout le monde et se remettre à travailler ensemble, quoi. Super. Ce que je trouvais bien dans l'autre astuce, enfin les deux autres astuces que tu évoquais, c'est que je trouve que c'est bien aussi de les inclure dans les tâches quand quand tu anticipes tes courses et que tu dis bon, il faut quand même que je prépare cette tâche de foyer, quoi. Enfin, on doit tous faire les courses pour qu'ils la vivent le mieux possible. C'est aussi prendre conscience de ce que ça représente pour l'enfant. Donc, je trouve qu'il faut pas qu'on ait peur, parce que moi, je viens d'un monde où c'est surtout, bah, écoute, les courses, il faut les faire, donc tu prends sur toi, et puis voilà. Et en fait, quelque part, est-ce que ça coûte si cher de se poser 5 minutes, de se dire, bon, voilà, le plan, ça va être un petit peu long pour toi, inclure l'enfant dans la tâche, et je trouve que demain, il aura compris. Parce qu'en fait, il y a une autre solution, c'est pas les prendre, mais c'est une tâche qui vont devoir faire eux aussi en tant qu'adultes. Donc, je trouve intéressant de les inclure dans les tâches quotidiennes et leur montrer qu'ils peuvent y arriver, que ça dure pas si longtemps, qu'il y a plein de modes on peut y arriver tous ensemble et puis ça les habitue. Donc, je trouve ça bien de les inclure dans les tâches, effectivement. Et après, dans l'idée de la photo, ce qui m'est traversé quand tu l'expliquais, c'est que je me dis, tu vois, il va... Peut-être qu'en grandissant, peut-être qu'il le formalise pas du tout comme ça, ton petit garçon, il a 4 ans et demi, mais je trouve intéressant de dire ça, finalement, je le veux plus 6 mois après, pour se rendre compte que si on achetait tout à chaque fois que tu le demandais, t'aurais une maison remplie de trucs qui t'intéressent pas. Parce que c'est compulsif, c'est beau, je le veux. Et ça apprend aussi, je trouve, la consommation responsable, de se dire, tu vois, on peut pas se jeter tout de suite sur ce qui nous fait envie. On peut prendre un temps de réflexion. Enfin, je trouve qu'il y a plein d'apprentissages derrière tout ce que tu proposes. Ben oui, alors ici, on parle énormément. Moi, je lui parle quasiment comme un adulte. Alors, il y a 2 écoles, hein. Il y en a qui disent que je lui parle trop, d'autres pas assez. Enfin, peut-être pas assez, non. Mais voilà, je veux dire qu'il est peut-être pas apte à tout comprendre. J'ai un très bon exemple avec ce que tu dis. Effectivement, je rebondis là-dessus, mais c'est vrai. Ils vendent dans le supermarché où on va des espèces de saucissons dans un emballage Mickey, là. Mais je sais pertinemment qu'il ne va absolument pas manger ça. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc qu'on n'en mange pas à la maison. Et lui, je sais la texture et tout ça, il va rien manger de tout ça. Il veut à chaque fois, il me dit, oh, regarde, c'est Mickey, on va l'acheter et tout. Et au final, j'ai commencé à lui expliquer la pub, en fait. Lui expliquer que, bah oui, je dis, mais Loulou, tu vas pas manger ça, je le sais. Alors, je suis la première à lui acheter tout ce qu'il veut, hein, mais le saucisson pâte, crème, machin, dans un truc, c'est nutritionnellement pas intéressant. Et là, je sais qu'on va juste jeter 5 € à la poubelle, quoi. Et donc, je lui dis, écoute, je veux bien l'acheter, mais je sais que tu vas pas le manger. Et il me dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent Mickey dessus? Et donc, je lui ai expliqué que c'était pour attirer, pour donner envie. Alors, au final, on a chanté une chanson marrante dans le magasin. Je ne saurais plus te dire quoi. On a inventé avec des mots comme quoi ils essayaient de nous attirer pour acheter. Enfin, voilà. Et du coup, il comprend. Alors, il y a des trucs, voilà, il mange pas de chocolat. Par exemple, il n'aime pas le chocolat. Il voit les Kinder Surprise avec les dessins, les trucs, les machins. Et il dit, oh, regarde. Je dis, oui, mais c'est du chocolat, t'aimes bien? Ben non. Ben, c'est encore des images pour que j'ai envie d'acheter. Alors, c'est marrant. Donc, voilà, avec ces mots, il comprend petit à petit les choses. Et effectivement, je pense qu'on leur explique jamais trop de choses au final.
Oui, et c'est comme ça, enfin, je trouve que c'est comme ça que ça s'imprime de façon saine dans nos esprits. Voilà, c'est des petites graines qui sont plantées, à la fois pour qu'on vive un bon moment en faisant les courses, et à la fois pour qu'ils comprennent. C'est vrai, il y a une multitude de choses à intégrer dans notre société. Donc ouais, intéressant. Ce sera peut-être mon avant-dernière question. Qu'est-ce qui, pour toi, est essentiel à avoir en tête? C'est-à-dire que si tu avais un conseil, alors il n'a pas besoin peut-être d'être pratique celui-là, mais qu'est-ce qui, pour toi, est essentiel pour s'inscrire dans cette approche non violente? Alors, pour moi, le point de départ de ça, c'est la perception de l'enfant, en fait. Arriver, et c'est très difficile, et même moi qui le sais, parfois, j'ai difficile quand même. Mais la perception qu'on a de l'enfant et de son comportement va vraiment nécessairement conditionner la manière dont on va y réagir. Le voir comme quelque chose à dresser, comme quelque chose de défiant, comme quelque chose qu'on doit modeler. Alors évidemment, il doit apprendre les codes de notre société. Mais un enfant qui est éduqué ici, en Belgique, en France, ne sera pas éduqué de la même manière, je sais pas moi, dans un pays en Afrique ou aux États-Unis. Les codes sociétaux ne sont pas les mêmes. Donc évidemment qu'ils doivent modéliser mentalement comment se comporter en société. Par contre, la manière de les voir, de ressentir une défiance, une tentative de domination de l'enfant, etc., va amener forcément une réaction de confrontation du parent, avec un besoin d'autorité et d'asseoir son pouvoir sur l'enfant. Pouvoir qui est naturel, en fait, au final. Il n'y a aucun enfant au monde qui se lève un matin et qui se dit je vais aller embêter mon parent, ça va être sympa de le faire tourner en bourrique. Fondamentalement, ils savent qu'ils dépendent de nous pour survivre. Ils ont pas, voilà, il y a pas évolutivement parlant et psychologiquement parlant et même biologiquement parlant, il y a rien qui peut expliquer qu'un enfant veuille dominer ou avoir un pouvoir sur son parent. Mais par contre, la réaction du parent quand il considère son enfant comme étant un être de confrontation, en fait, et à opprimer quelque part, à dresser, va amener cette confrontation. Et donc, l'enfant va réagir aussi de la même manière. Et donc, la perception, je pense que c'est vraiment le point de départ. Ensuite, la façon dont nous, on leur parle va énormément jouer aussi. La manière dont nous, on agit avec eux. Si nous, on est brusque, si nous, on parle de façon rapide, de façon un peu agressive ou sèche, souvent, les enfants vont imprimer ça et le faire avec nous. Sans volonté de mal faire, en fait. Il s'exprime juste de la même manière que nous. Ah oui, c'est le neurone miroir. Voilà. Alors, je le remarque à la maison, quand je trouve qu'il est un peu tendu avec moi, je dis « Oh, mais qu'est-ce que t'as à me parler comme ça ?» Et en fait, je m'écoute, moi, lui parler, et je me rends compte que je suis pas agressive, mais je suis plus sèche, ou je lui parle du fin fond de la cuisine, donc je me mets à hurler pour qu'il m'entende dans le salon, mais du coup, lui, il le prend de façon un peu agressive, parce que juste, je l'engueule pas, c'est juste que je crie parce que je suis loin, mais... Et tout ça va faire que ça va amener un climat de tension à la maison, en fait. Et donc, il suffit généralement que je prenne conscience de ça. Je descends d'un octave, j'essaie de me calmer un peu moi, d'aller plus doucement, de parler plus doucement. Et donc, forcément, lui, il recommence à me parler plus doucement aussi. Donc, voilà. Donc, un point, c'est la perception. Bon. Et puis, la volonté, évidemment, de la croyance derrière. Hein. Forcément, on peut pas... Oui. Si on considère que de toute façon un enfant ça doit être obéissant et respecter l'autorité quoi qu'il en coûte, forcément ça va être difficile. Mais je veux dire, quand on est dans une démarche de bienveillance et d'éducation dite positive, voilà, la première chose c'est la perception, parce que ça c'est pas facile à changer. Oui, le déformatage de notre génération, il est vraiment là, et oui, je pense que c'est dans le moment intense, le pic de stress, le speed de la journée. Je trouve que c'est ça qui est le plus challengeant. On retombe dans nos travers de pensée qui aujourd'hui, on le sait, ne sont pas avérés scientifiquement. Donc effectivement, réussir à poser un autre regard sur les enfants, c'est vraiment, je pense, je suis assez d'accord avec toi, c'est une des clés qu'il faut garder avec nous le plus souvent possible, ou se la répéter pour se donner un maximum de chance. Le meilleur exemple est le sourire, hein, le sourire de l'enfant quand on est en train de les engueuler, en fait. Ouais. C'est le truc qui peut faire vriller mais n'importe qui, parce qu'on a l'impression d'être provoqué. En fait, et même moi qui sais que ce n'est pas pour me provoquer, il y a des moments où
je deviendrais hystérique en fait parce qu'il se met à rire ou à sourire et je sais que ce n'est pas ça. Mais malgré ça, ouais, on est tu le activé. vis comme une provocation. T'es activé, t'es déjà en stress, t'es déjà énervé, t'es déjà à plat au niveau des ressources et donc forcément, tu dis mais en fait c'est pas drôle en fait, arrête de rire, c'est pas drôle. Et après, c'est marrant parce qu'il me l'a dit très spontanément une fois en me disant mais maman je ris pour essayer de te faire rire. Et donc là, ça m'a évidemment la connexion à ce moment-là. Faire descendre parce que je le sais, Mais évidemment. oui. Ça. Et donc, c'était assez amusant qu'ils me le disent très naturellement, très spontanément. Parce que voilà, du coup, on a mon papa qui vient me chercher qui vient m'amener un café. Pardon. On est dans la bienveillance. Voilà. C'est pour ça que je me permets de le dire. Mais voilà, du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, même savoir les choses ne permet pas toujours d'y répondre adéquatement, et c'est OK. Yes. Par contre, ça aide à se recentrer après, et voilà, de transformer la culpabilité qu'on peut avoir en tant que parent, et que tous les parents vont avoir quand ils auront des moments que j'appelle les moments de foirage. Ben voilà, ça permet de transformer cette culpabilité en quelque chose qui n'est pas paralysant, mais en moteur pour trouver une autre solution la fois suivante. Qui marchera peut-être pas non plus, on refoirera et on recherchera encore une autre solution. Yes, mais je crois que l'amour qu'on peut montrer à nos enfants et la considération qu'on peut avoir à leur égard, elle se situe là dans réessayer, retester, chercher, parce qu'ils nous voient faire, ils voient qu'on essaye. Et c'est comme ça qu'on leur dit qu'on les aime. Donc, je crois qu'il faut pas qu'on ait peur de tester et de recommencer. Et ça, alors, il y a aussi tout un tas d'apprentissages derrière ces attitudes. Absolument. Bon, super. Merci beaucoup, Marine, pour ton temps. Avec plaisir. D'après toi, qui est-ce que je devrais inviter à ce micro? Ah, bon, il y en a plein. Tu veux un seul nom? Tu peux m'en donner plusieurs si tu veux. Bon, bah alors évidemment, il y a Fanny Vella, Isabelle Filiosa, Cédric Rothstein de Papatriarcat. Qui d'autre? Bah, je vais prendre Isabelle parce que voilà. Fanny, on a enregistré cette semaine, donc elle sera bien, voilà. elle sera diffusée. Bon. Puis je pense que quand tu seras publié, Isabelle. on aura déjà un numéro qui sera en ligne, donc super. Mais c'est toujours chouette de faire un petit clin d'œil à Fanny, qui est vraiment une super personne. Et Isabelle, c'est le rêve pour moi. Isabelle, ce serait le rêve. Ouais, je vais essayer de la contacter. J'ai toujours l'impression qu'elle reçoit des milliards d'invitations, mais je vais tenter ma chance. Elle est plutôt répondante et je pense que ici nous on avait fait un live avec Isabelle on s'était rencontrés à Bruxelles. Donc, oui, puis c'est une des pionnières de l'éducation bienveillante. J'ai consommé ses contenus, lu ses livres énormément, donc ce serait un honneur d'échanger avec elle. Sur ce sujet. Yes, bonne idée. Merci beaucoup, Marine. Avec plaisir, merci à toi. Et à bientôt, du coup. Mais oui, avec plaisir, quand tu veux. Et bonne chance pour ton livre, ça va être super. Merci, c'est gentil. Merci. Vous venez d'écouter Horizontal, le nouveau podcast qui déverticalise les relations adultes-enfants. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur la plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet. Si vous souhaitez venir partager votre expérience, contactez-moi sur la page Instagram. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous souhaite beaucoup de douceur avec vos enfants.